pour avoir de l'expérience, il faut accepter d'être un imposteur et accepter que ça foire en fait. Tu peux pas être sur tous les fronts. Donc bien sûr, il y a des moments où tu lâches. J'essaye d'avoir beaucoup de foi en l'ennui. Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talent, je suis créateur moi-même et sur ce podcast, j'ai la lourde responsabilité d'aller trouver les meilleures questions possibles pour aider mes invités à vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié chaque lundi, alors si vous apprenez quelque chose et si ma bonne humeur vous plaît, abonnez-vous. Et avec chaque épisode, j'envoie un super email à toute ma communauté avec des conseils pour mieux produire, mieux promouvoir et surtout vivre de leur création. Alors si vous êtes un créateur et vous avez envie d'apprendre à mes côtés, rejoignez les 5000 lecteurs sur inspirationcreative.co/inscription. Je vous mets le lien dans la description. Et boum! C'est déjà le deuxième épisode de la saison 3 et pour cette interview, je suis si content d'accueillir Ben Mazué. Vous le connaissez déjà sûrement, mais je vais quand même vous le présenter. Ben, c'est un auteur-compositeur incroyable. Vous avez sans doute entendu le génial album qui vient de sortir et qui tourne en boucle partout en ce moment qui s'appelle Paradis. Mais c'est loin d'être le début, ça fait déjà 15 ans qu'il peaufine, qu'il travaille, qu'il affine son art pour nous régaler les oreilles et le cœur. Vous allez voir, dans cet épisode, on répond à des questions fondamentales, comme par exemple comment améliorer sa confiance en soi pour créer, comment réussir à faire le tri dans toutes ses idées, comment gérer le sentiment d'imposture qu'on a parfois, ou encore comment surmonter cette peur d'échouer qui nous tenaille tous. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car vous allez beaucoup apprendre. C'est parti! Salut Ben. Salut. Comment tu vas? Eh ben très bien. Je vais Comment très ça va cette période de promo après la sortie de Paradis? Bah écoute, c'est intéressant, c'est intense, ça demande d'autres efforts que celui de faire un album. Faire un album, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est très intérieur, très créatif. Et là, faire la promo de ton album, c'est-à-dire passer dans la phase d'exploitation, c'est aussi beaucoup d'efforts, mais c'est plus en roue libre et c'est peut-être plus agréable parce que l'album est déjà sorti, il y a moins de pression. Ouais. Et ça te manque ce côté, tu sais là, t'es vraiment dans le côté la société, tu donnes ce qui est vraiment ton bébé, le truc sur lequel tu as travaillé, je sais pas, un an et demi, 2 ans. Uh-huh. Et là maintenant tu es dans une phase où tu l'offres à tout le monde, les gens te font des retours dessus, c'est un peu partout, etc. Est-ce que ça te manque le côté, t'as envie d'y retourner, le côté intérieur de je me remets dans ma création et plus dans des choses intérieures après les effluves de l'extérieur? Pas du tout, ça me manque pas du tout. Okay. Parce que je pense que quand tu fais... quand tu accouches comme ça d'une œuvre, en tout cas de quelque chose que tu as tu peux dire une œuvre, créé, qui a pris des années, ouais. Et ben t'es vidé. Et tu te dis même que tu pourras plus jamais en faire, qu'il y a plus rien. Enfin moi à chaque fois que je fais un album, ça fait ça. Je me dis il y en aura pas un après quoi. En fait j'ai plus rien à dire. Donc il faut encaisser quand même du temps de vie pour commencer à se dire ah ouais je commence à avoir quelque chose à dire. Il faut vivre en fait. Donc non ça me manque pas. Après le moment lui-même de création, un peu dans mon antre, sans être au contact du monde, je l'aime bien. Mais je trouve que là, en ce moment, de ne pas être en contact du monde, c'est bon, on a bien fait le tour de ce délire-là. Donc, je veux bien être un peu plus en contact avec le monde, là. Cool. Ravi de t'accueillir, c'est bien. Merci. Même vraiment le monde, quoi, avec plein de monde. Ouais. T'as un truc... quand tu te sens vidé comme ça à la fin d'un album, et c'est intéressant de se repencher sur les deux précédents, par exemple, comment tu fais pour réalimenter ça après? Est-ce que c'est juste le temps qui fait son effet? Est-ce que tu te dis ok, je vais pendant l'année qui vient prendre un maximum de vie, d'accepter beaucoup de choses pour me réalimenter, ou c'est naturel? Comment ça se passe? C'est assez naturel. Ouais. Et c'est aussi essayer de trouver des moments de vie. En fait, moi quand j'étais médecin et que je suis devenu musicien, il y a un moment où j'ai arrêté de pratiquer la médecine. Au moment, pendant longtemps, je faisais les deux. Ouais. Et puis à un moment, j'ai eu assez de cachets pour être intermittent. Et du coup, j'ai arrêté d'être médecin parce que tu peux pas être intermittent et médecin. Et donc, du coup, je suis devenu que intermittent, que musicien. Et donc, je me levais le matin et puis j'allais écrire des chansons. Et j'avais calé ma méthode de travail de musicien sur celle de médecin, avec cette discipline-là, aller au taf, rentrer du taf. Super dur ça. Et ça marchait pas, c'était pas bien, les chansons étaient pas intéressantes, je me sentais très seul, parce que j'étais tout seul chez moi,
j'avais pas d'inspi et puis je trouvais que la vie était pas très intéressante. Je trouvais ça étonnant même qu'on voit comme ça ce métier d'artiste comme une forme de vocation géniale, un peu Graal, quoi. Parce que je trouvais ça nul, la vie. Ouais, avec comme beaucoup ça. je trouve avec beaucoup d'isolement dans le mythe collectif un peu. Tu vois, ça, il y de avait se un mettre mythe, tout c'est seul dans sa caverne, quoi. Et puis, un peu à un moment, je me suis un peu lâché la grappe et je suis allé au ciné. Je suis un peu allé voyager. J'ai passé plus de temps avec des gens et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'enrichissait suffisamment pour écrire les chansons. Et c'est là que j'ai compris en fait, pourquoi il était hyper cool ce métier. C'est parce qu'en fait, ça fait partie de ton taf, d'aller au ciné, d'écouter des chansons, de partir en voyage, de rencontrer des gens. En fait, c'est ça ton travail. C'est t'enrichir de vie. Et en fait, donc, dès que tu fais des choix d'audace et d'aventure, en fait, elles vont faire partie probablement des propos de ta prochaine œuvre. Encore une fois, je trouve ça un peu prétentieux. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que ce statut que j'avais embrassé, là, d'artiste, il m'obligeait, et c'est tant mieux, à vivre une vie. Donc, c'est vraiment pas mal. Tu as presque eu cette compréhension à chaque fois que je veux aller vers une nouvelle création, une nouvelle œuvre, entre guillemets, mais une nouvelle création, il faut que dans les temps qui précèdent, si j'ai l'intention de créer cette œuvre, il faut que je fasse ces choix d'audace et d'aventure et ok, comment je peux aller presque... Tu sais, on parle souvent une création, c'est aussi quelque chose qui montre des blessures de guerre qu'on a pu avoir, tu vois. Ouais. Les blessures de guerre, pas au sens négatif, mais au sens expérience de vie vécue. Aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a presque un truc intentionnel de se dire, pour arriver à raconter quelque chose de beau, il faut que j'ai osé vivre l'expérience belle, quoi. Pour raconter quelque chose tout court, en fait, il faut avoir vécu des choses. Et donc, aller vers ce choix de vie. Et c'est vrai que du coup, ça te protège, ça te met un peu à l'abri d'une certaine forme d'immobilisme qui, moi, je pense, au final, m'aurait rendu très malheureux. Ouais. T'as un truc aussi chez toi que je trouve marquant et super inspirant aussi, c'est que t'es un peu l'exemple du temps long. Je veux dire, t'as pris le temps de construire ça. Non, mais c'est super positif, je trouve. Tu vois, c'est vraiment, t'as pris le temps de construire ta carrière. Tu vois, ce que t'as vécu petit à petit, étape par étape, album par album, chanson par chanson. Et tu vois, tu disais, il y a eu cette transition douce où à un moment, j'ai arrêté d'être médecin, je suis devenu intermittent. C'est ça qui est devenu mon truc principal et j'ai laissé le reste de côté. Et je trouve que, tu sais, aujourd'hui, on est vachement dans une logique créative où on a beaucoup les échos du succès du jour au lendemain, etc. Alors qu'en fait, il y a des trop bons exemples et souvent c'est le cas, une carrière créative, ça se construit sur le long terme et c'est une création après l'autre, une production après l'autre, quoi. Oui, alors après, je ne l'ai pas choisi. Hein. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé... préféré, j'imagine que ce soit du jour au lendemain, mais... on a tout fait pour, mais ça ne fonctionnait pas. Ouais. Donc après, il faut continuer à faire exister ton projet. C'est vrai que la scène, pour ça, moi, c'était l'essentiel. Donc je faisais beaucoup de scènes dans des endroits petits, avec pas beaucoup de public, ou alors des endroits qui sont complètement supportés par un directeur de la programmation qui est tellement populaire au sein de son théâtre que les gens viennent voir, en fait, la programmation qu'il propose lui. Et donc, du coup, parfois, tu peux jouer devant 500 personnes, mais 500 personnes... Si, au contraire, les gens t'écoutent, mais c'est pas toi qui les a fait venir, c'est le directeur de la programmation. Mais c'est génial, ces moments-là, parce qu'ils font confiance à un mec qui, lui, te fait confiance, et au final, ça fonctionne. Ouais. Et tous ces concerts, plein de fois, dans plein de villes, pendant 10 piges, c'est aussi la création d'un maillage solide, de gens qui viennent te voir, puis qui viennent te revoir, et puis le projet grandit au fur et à mesure. Et ce maillage-là solide, il est certainement, oui, effectivement, plus solide et peut-être plus fidèle que si tu sors un titre du jour au lendemain et que tu arrives très haut au firmament. C'est difficile de rester en plus très haut, puis tu dois te mettre la pression sur les créations qui viennent après, etc. Donc en ça, j'ai eu de la chance. Mais encore une fois, j'ai jamais dit non, vas-y. Je veux prendre mon temps. Je veux que ça aille doucement. C'est un peu du malgré toi. Mais tu vois, il reste que le problème de quelqu'un qui a un succès du jour au lendemain, c'est qu'il n'est pas sûr de savoir comment le reproduire. Alors que toi, il y a presque de quelque chose qui... Chaque création capitalise sur l'ancienne et sur le maillage qui s'est fait, qui s'est formé autour de ton projet, autour de tes chansons, autour de tes paroles, autour des choses que tu as envie de transmettre, que tu incarnes. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, tu sais que... Tu vois, j'imagine que cet album-là marche mieux que celui d'avant, qui lui-même marchait mieux que celui d'avant, parce que les choses se construisent les unes sur les autres, et il y a des gens qui s'accrochent à ça de plus en plus, à ce que tu transmets, quoi. Oui, mais par exemple, Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, il sort son premier album qui fait un carton monumental. Ouais. Il arrive dans la période où on découvre ce truc qu'on appelle le slam. C'était le précurseur là-dessus. Il est la figure de proue de ce mouvement, et en étant la figure de proue de ce mouvement, il devient un personnage important
du paysage artistique français, à tel point qu'il a sa marionnette au Guignol à l'époque, etc. Tu peux te dire, là aussi, ça va être difficile de sortir de là et puis de faire d'autres choses. D'abord parce que le slam, peut-être que ça va pas rester. D'ailleurs, ça n'est pas resté. Parce que, comme tu dis, commencer par une œuvre, après, tu vas faire quoi pour la suite? Et puis, tu vas peut-être faire moins de ventes, etc. Mais n'empêche que Grand Corps Malade, il a continué à faire des albums. Peut-être qu'ils se sont moins vendus, mais qu'ils se sont très bien vendus aussi. Il a continué à faire des concerts, à proposer des nouvelles choses, à chercher d'autres types de défis, à être un peu producteur en faisant écrire des autres artistes sur ses chansons, notamment un album qui s'appelle Il nous restera ça, où il a demandé à 11 auteurs d'écrire sur Il nous restera ça. Il a écrit un livre qui s'est hyper bien vendu, qu'il a après adapté en film avec son meilleur ami, qui a bien marché, le film aussi. Assez bien marché pour en faire un deuxième, qui a aussi très bien marché. Aujourd'hui, il refait un album et c'est la première fois qu'il est nommé aux Victoires de la musique pour le meilleur album. En fait, si tu as des envies et si tu as envie de produire, que tu aies eu un grand succès au début ou pas, peu importe. L'important, c'est d'avoir toujours cette envie, d'avoir toujours des projets. Et après, y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. C'est pas très grave. Ouais. Il faut être juste animé, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je suis resté animé. Ouais. Mais j'espère que j'aurais été aussi très animé si mon premier album avait très bien marché et pas très bien le deuxième. Ouais. Tu vois, faut pas se fier seulement qu'aux conséquences bien sûr. de tes œuvres. Faut aussi juste se fier aux envies d'en faire d'autres. Et tu vois, dans l'exemple que tu prends de Grand Corps Malade, je trouve que tu as un peu cette logique de redécouverte permanente et pas de rester juste sur ton cœur de métier, ce que tu sais déjà faire, mais d'aller chercher de la production, d'aller chercher du film, d'aller chercher des trucs assez variés. Carrément. Toi, c'est des profils qui t'inspirent, genre tu te verrais, tu as envie d'aller creuser, et peut-être même, tu sais, on parlait d'expérience de vie et d'aventure, tu as envie d'aller chercher d'autres aventures autour de toi pour réalimenter aussi ta... Mais tout le temps. Ouais. Tout le temps. Moi, je suis complètement... j'ai beaucoup de doutes sur plein de choses, mais j'ai une espèce de conviction qui me transporte, qui est totalement absurde, qui consiste à penser que je suis capable de tout. C'est-à-dire que, tu vois, parfois, là, ça fait pas longtemps que je me dis que, en fait, footballeur pro, ça peut être possible. Parce que j'ai 40 ans et que c'est fini, c'est déjà la retraite. En vrai, je me disais, mais si je m'arrache, peut-être que vraiment en taffant. Et donc, du coup, en fait, je me frotte à plein de choses. J'essaye plein de choses à cause de cette conviction ultra prétentieuse. Par contre, je pense que j'ai la lucidité de me dire que une fois que j'ai essayé et que j'ai bien creusé, non, en fait, je suis vraiment hyper nul là-dedans et je n'irai pas. Et parfois, je pousse l'imposture jusqu'à assez loin pour devenir de l'expertise. Mais en fait, entre l'imposture et l'expertise, il y a juste 2-3 expériences réussies, quoi. Ouais. C'est une vraie question, ça. Tu sais, on est beaucoup touché. Je pense encore plus à nos débuts, mais ce truc du syndrome de l'imposteur où tu te demandes si t'es légitime, si c'est bien que tu sois là, si c'est normal. Ouais. C'est quoi justement cette différence entre l'imposture et l'expertise? Je te dis, c'est l'expérience. Ouais. C'est d'en avoir fait. Sauf que du coup, pour avoir de l'expérience, il faut accepter d'être un imposteur et accepter que ça foire, en fait. C'est-à-dire que je pense que l'essentiel de ces métiers où tu as des idées et tu vas au bout de tes idées, c'est que si c'est raté, c'est pas grave, en fait. On en fera d'autres. Il faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Ouais. C'est un truc qui est assez dur au début parce que tu as l'impression que pour réussir, il faut que réussir. Alors qu'en fait, tu as vraiment un truc de combien d'échecs je peux manger pour m'endurcir aussi, apprendre, progresser sur ces trucs un peu tièdes, tu vois, un peu moyen que tu sors, mais qui te permettent ensuite de sortir un moment un truc qui touche un peu plus dans le mille et qui résonne auprès des autres, quoi. Probablement. Il y a toujours cette phrase là que tout le monde sort de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Ah oui. Ouais, non, soit je gagne, soit j'apprends, soit je perds, en fait, aussi. Et je suis triste et je digère et j'avance. Mais t'es pas tout le temps obligé de tirer une expérience positive d'un moment qui t'a juste fait chier, quoi. C'est le côté post-rationalisation de tout. Non, mais voilà, tout va, tout n'est pas, tu vois, c'est un peu les gens qui profitent. Mais j'en ai profité pour. Non, parfois, juste, t'en as un peu bavé. C'est une manière de garder la face, je pense. Peut-être, mais après, c'est super. Hein. Il y a effectivement des défaites, il y a un tas de choses à apprendre parce que c'est le concept même de l'expérience. Mais il faut aussi savoir digérer, se dire c'est pas très grave, c'est raté, j'ai dit que je savais le faire, manifestement je sais pas le faire, je pars sur autre chose. C'est quoi les situations où tu t'es retrouvé là-dedans? Genre un truc où vraiment ça a raté, ça t'a déglingué, quoi. Un syndrome de imposteur, ouais, tu veux dire? Un truc où... Tu me demandes de donner une expérience très dégradante pour moi. mais tu sais, c'est pas dégradant. Pour moi, je trouve ça tellement important de montrer ça aussi, quoi. Il n'y a pas que la façade positive.
Quand tu crées des choses, putain, il y a des moments où t'es dans le dur, quoi. Et t'es dans le dur et t'as envie de chialer parce que franchement, ça marche pas ou ça marche pas comme tu veux. Je trouve ça trop important de le montrer, quoi. Donc c'est pas pour te dégrader, au contraire, c'est bien sûr. pour montrer que t'as aussi ces mêmes déboires, quoi. Et moi, c'est un mauvais exemple parce que moi, j'ai pratiquement tout réussi. Donc c'est vrai que c'est pas... Chaque fois que je mets le doigt dans un truc, ça se transforme en or, quoi. C'est fou. Attends, je vais trouver. Ou alors on reviendra sur cette question-là. Ou un projet que tu vois que t'as merdé, où tu te dis vraiment à côté de la plaque, quoi. Gros espoir et gros espoir déçu. Il n'y a pas longtemps, j'ai imaginé écrire une série télé, par exemple. Et du coup, je me suis mis dans cette écriture de série. Je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Ça m'a pris un temps fou à le faire. C'est très long d'écrire une série. C'est plein de personnages qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et puis surtout, quand tu n'as absolument aucune compétence dans la matière, ça demande de lire, de se renseigner, etc. Et j'ai fait un truc qui, je pensais, tenait vraiment bien la route. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est cool, ça tient la route. Et une fois que je l'ai confronté à des producteurs, j'ai reçu des portes fermées dans la gueule, mais d'une rapidité sans nom. C'est-à-dire que j'arrivais au rendez-vous, ils me disaient, bon, on a lu le truc, il n'y a pas de série dans ce que tu as envoyé. Mais par contre, une série musicale, ça pourrait nous intéresser, mais il faudrait que tu... Donc, et là, je dis, tu sais, le gars, d'un revers de la main, il balaye 8 mois de travail. Et après, il te propose, il te dit, ouais, mais si tu veux, je te mets dans un pool de gens qui écrivent une série sur la musique. Et toi, dans ta tête, t'as qu'une envie, c'est de dire, on peut pas revenir sur le... Il n'y a pas de série là, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même beaucoup travaillé. Donc on peut un peu m'expliquer. Et donc à force de prendre des portes fermées dans la gueule, j'ai compris que pour faire une série, il faut des garanties parce qu'une production de série, c'est beaucoup plus gros qu'une production d'album, c'est beaucoup de millions d'euros. Et donc il faut des garanties, soit des garanties d'expérience que j'avais pas, soit des garanties de format. C'est-à-dire par exemple, si tu fais une série médicale ou une série policière, c'est un format qui est un peu éculé, qu'on connaît, qu'on comprend. Soit des garanties de non. Si tu arrives et que tu es assis à côté de Gérard Depardieu et que tu dis, bon, bah, je suis avec Gérard, tu veux le faire? Ouais, je vais le faire. Bon, dans ce cas-là, effectivement, c'est possible que ça se fasse. Moi, j'arrive avec aucune de ces 3 garanties, donc en fait, j'ai pris que des portes fermées. Bon, bah, il a fallu que j'apprenne ça. Et depuis, cette idée de série est un peu en stand-by. En jachère. T'as un truc aussi qu'on sent chez toi, et j'ai beaucoup écouté ton dernier album aussi pour... Je suis pas allé écouter, tu vois, tant d'interviews que tu as fait, etc. Parce que j'ai envie de me préserver de ça et d'essayer juste de sentir aussi ce que tu avais envie. Je ne devrais pas, parce que c'est passionnant. C'est vrai ? Ouais. Ah merde, alors je me rattraperai ça après. Ouais. Mais tu sais, tu as parfois des trucs qui sont plus durs à dire en interview, mais que tu dis aussi tu vois, tu le disais, hein, tu termines un album, t'es vidé, t'as mis tout ce que t'avais dans le cœur et dans tes expériences. Donc pour préparer cette interview, moi j'ai beaucoup écouté ce que tu avais fait. Et t'as un truc qui ressort beaucoup, qui est lié à l'ennui, parfois. L'ennui qui te fait peur et que tu cherches à fuir aussi. Et est-ce que c'est un truc qui t'anime dans tes choix de projet, de se dire, OK, je vais vraiment aller toujours chercher des trucs qui alimentent ma curiosité, qui me font... qui me surprennent, qui m'ennuient pas. Qui me sortent de l'ennui, quoi. Ouais, qui me font presque vraiment le laisser loin derrière moi sans aucune crainte, quoi. L'ennui? Ouais. J'ai pas compris. Ok, je te la refais. Ça me va. J'ai le droit à l'erreur, moi aussi. Non, c'est moi, j'ai pas compris. Vas-y, refais-la. Non, mais c'est bien. Je te la refais en plus simple. L'ennui, oui ou non? Est-ce que dans ta création, dans les choses que tu fais, dans les projets que tu fais, est-ce que tu as un truc de je fuis absolument l'ennui et ça me drive de fuir ça? J'étais clair? Oui, là, ouais. Ok. C'est vraiment, on se perd dans les questions et c'est le jeu de l'interview aussi. J'essaye d'avoir beaucoup de foi en l'ennui. Parce que de l'ennui, je pense, émerge l'imagination. C'est quand on s'ennuie beaucoup qu'on commence à imaginer des formes dans le ciel et après d'imaginer qu'il y a des histoires entre ces différentes formes dans le ciel. C'est vraiment très métaphorique, merdique, mais enfin, c'est un peu le projet. C'est concret, on se projette. Voilà. Je pense que c'est aussi en s'ennuyant énormément qu'un jour, on se met face à un piano et qu'on se dit, tiens, je vais essayer d'apprendre, parce que c'est long et chiant quand même. Donc l'ennui, en fait, il est promoteur de plein de choses hyper importantes. Mais il faut accepter de trouver le temps long, quoi. Et je trouve qu'avec avec l'âge, et probablement, j'imagine aussi un peu avec l'époque, on rejette un peu l'ennui assez loin. C'est-à-dire qu'on a toujours ce téléphone qui est à portée de main et qui est vraiment un briseur d'ennui sublime. Et donc, non, je pense que je fais plutôt des choix où je vais essayer d'aller m'ennuyer. Au contraire de... C'est marrant.
Je trouve que et tu vois, parce que l'ennui est un peu péjoratif, mais moi, il y a un mot que j'aime bien en ce moment qui me fait réfléchir aussi sur mon organisation quotidienne, tu vois, c'est un peu l'oisiveté, tu vois. C'est prendre le temps de laisser ton cerveau au calme, pour qu'il puisse mijoter, qu'il sorte ensuite des idées, des projets, des c'est ça. créations. Ouais. Gamberger, quoi, mais pas dans le sens angoissant du terme. Mais moi, pour ça, j'ai besoin d'un support un peu littéraire. Alors, c'est pas forcément littéraire dans le sens, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un livre, mais j'aime bien, tu vois, me confronter à ça, ça me fait partir un peu dans mes pensées. Et donc, étendre le linge aussi. Étendre le linge ? Ok. Ah ouais. Pourquoi pas ? Étendre le linge, c'est un truc, ça me fait méditer, quoi. Mais t'as des trucs, du coup, dans ton organisation quotidienne où tu te dis, pas forcément quotidienne, mais tu vois, hebdomadaire, où tu te dis, bon, il y a des moments où il faut quand même que je mette de l'ennui parce que je sais que ça apporte des bonnes choses. Et donc, intentionnellement, tu vas te dire, je vais aller prendre du temps pour aller marcher, je vais aller prendre du temps pour. Tu vois ? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu fais ? Ouais, beaucoup. Ouais. Mais c'est ça, c'est plutôt l'oisiveté, comme tu dis. Ouais. L'oisiveté, l'ennui, la méditation, tout ça, c'est un petit peu frère. Donc, moi, je prends beaucoup de temps pour marcher, beaucoup de temps pour étendre le linge. Beaucoup de machines. Beaucoup de machines, ouais. Ah, merveilleux. Et pas mal de temps d'ennui chez moi à rien faire. Ouais. Sur Paradis, ça a été quoi les principales sources d'inspiration qui t'ont amené à faire cet album ? Je pense que c'était le spectacle précédent, d'abord. C'est-à-dire, sur l'album précédent, donc toute l'album plus la tournée qui s'en est suivie, le truc le plus important pour la suite, c'était La Princesse et le Dictateur, qui est donc un spectacle qui a été inspiré de l'album qui s'appelle La Femme idéale. Ça a dû être un sacré projet, ça aussi. Hein. C'était un super projet, ouais. Moi, j'aimais bien l'idée de prolonger un album à travers un spectacle qui est aussi lui-même très écrit. Mais en fait, il était très écrit et dans la prolongation de l'album, donc du coup, il venait un peu titiller la suite. Donc ça a été un élément d'inspiration, c'est-à-dire parler du couple, de ce que peut devenir un couple une fois qu'il a duré, etc. Qu'est-ce que c'est que la séparation ? La séparation a été une source d'inspiration très forte. Le voyage, l'exil, parce que moi, je suis parti. J'ai quitté la vie qu'on avait ici pour aller vivre à La Réunion. Ça, c'était une source, je pense, une influence forte. Et aussi l'idée que j'allais essayer de faire tout chez moi, dans mon propre studio, ce qu'on dit studio dans la musique. C'était un des défis que tu avais. Ouais, je trouvais que c'était intéressant de centraliser, qu'on fasse tout chez moi. Ça prouvait que c'était vraiment mon album. Ce que j'avais remarqué sur les albums précédents, qui ont toujours été faits dans les studios de quelqu'un, que le fait d'être chez lui, ça lui apportait quand même une forme de coordination du projet. Et là, je voulais que ce soit moi qui coordonne. Je trouvais ça important pour pouvoir aller aussi dans le final cut, pouvoir dire non, mais c'est ça que je veux. Ça vous paraîtra bizarre peut-être, mais c'est ça que je veux. Et en plus, j'aimerais bien que vous trouviez ça cool en fait, que ce soit bizarre. Et quand tu fais un album comme ça, t'as des choses que t'espères toucher chez les gens ? Ou est-ce que c'est plus... Quel genre de choses ? Non, mais la question est bizarre. Non, dans le sens où, est-ce que tu te dis, ok, ça sort de moi, voilà ce qui doit exister, et on va voir ce que ça produit chez les gens ? Ou est-ce que tu te dis, j'espère leur transmettre ce sentiment, cette émotion-là, tu vois ? C'est à peu près la même chose, les deux. C'est ça, c'est essayer de susciter une émotion qui soit partagée. Enfin, en tout cas, moi, mais tu veux dire, provoquer une émotion tu le qui soit penses avant ? partageable. Genre, tu te dis, cette chanson-là, j'ai envie qu'elle touche ça et ça ? Ou est-ce que tu te dis, ça vient de moi à fond, et ensuite les gens, je ne sais pas comment ils vont le recevoir, et puis non, je pense qu'à ça. C'est-à-dire que j'écris une chanson dès lors que j'ai l'impression d'avoir trouvé un schéma sentimental ou un schéma de comportement, un schéma de relation qui est un peu reproductible, une sorte de pattern, tu vois, chez les gens. Et dès lors que j'ai l'impression de l'avoir compris, et s'il m'est arrivé à moi aussi, alors je dis que ça m'est arrivé à moi. Mais parfois, ça m'est pas tout à fait arrivé à moi, c'est pas très grave. L'important, c'est pas de raconter la réalité de ce qui t'est arrivé. L'important, c'est de raconter une vérité. Donc cette vérité-là, elle peut ne pas t'être arrivée tout à fait à toi, mais toi, tu as l'impression de l'avoir vue, de l'avoir décelée. Tu peux l'avoir vécu chez quelqu'un. Tu peux l'avoir vécu ou l'avoir constaté. Tu sais, tu écris avec ce que tu vois et aussi avec ce que tu vis et avec aussi ce que tu rêves. À fond. Je suis vachement curieux de comprendre aussi comment
genre une chanson, à quoi ça ressemble de la naissance à la réalisation, tu vois? Est-ce que notamment sur l'écriture, c'est tu vois, une partie qui m'intéresse vachement pour comprendre comment ça se passe. Est-ce que c'est un truc où tu as une fulgurance et tu vas te mettre un bureau, un ordi sur ton téléphone à écrire des trucs? Ou au contraire, tu vas prendre du temps dans ta journée, dans tes journées, dans tes périodes de création, pour que ça existe? Bah, je pense que quand c'est ton métier, tu négliges aucune piste. Tu prends tout. J'adore. Tu essaies. Ouais. Ça peut être un truc que tu essaies de provoquer en journée en te disant bon allez j'essaye, je prends ma guitare, qu'est-ce que je pourrais faire. Ça peut être tu es en train de marcher et tu as un petit air que tu sifflotes et tout d'un coup tu te dis à toi-même ça sonne bien. Je l'aime bien, je le prends, je le dictaphone. Ça peut être bon allez j'en ai marre de cette vie quotidienne qui me pompe quelque chose, donc je vais aller m'isoler pendant 3 jours quelque part seul et essayer d'écrire. En fait, t'essayes tout, parce que si de là sort une chanson, bah tant mieux. Moi, là, sur cet album, j'ai beaucoup écrit en marchant, j'ai beaucoup fredonné, en fait. Ça a été pas mal ça, parce que en fait, c'était le cadre qui m'inspirait. Les tropiques, l'île de la Réunion, le fait de vivre ce rêve-là, c'était vraiment... ça me mettait systématiquement dans cet état second de création qui n'est pas toujours facile à provoquer. Et quand tu l'as, c'est trop bien, tu marches. Alors en plus, le roulis de la marche, il est très propice à ce genre de divagation. Donc, je sais pas pourquoi tu vois, je fais le roulis. Bon, voilà. Et après, tu as un truc qui te vient, tu commences à le chanter. Et puis, quand tu marches pendant toute la journée, tu as 1000 fois le temps d'apprendre par cœur la chanson que tu es en train d'inventer. Ouais, ça s'invente. Donc, au bout de la fin de la journée, parfois, tu tiens ton truc, tu l'enregistres. Et puis après, tu le mets à l'épreuve des instruments. Ok. Ouais, c'est création pas à pas, c'est le cas de le dire. Pas à pas, ouais, voilà, exactement. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et... pareil, je suis vachement curieux, je parle beaucoup de cet album-là, mais on pourrait faire les questions sur tous les albums. Quand tu le termines, que tu le donnes au monde, on va dire. Alors je le vends, parce que tu as fait 2 fois que tu dis que j'offre ou que je donne, mais il y a quand même une histoire de... c'est un peu métaphorique. Non, je fais ça, oui. Du coup, tu m'as troublé, j'ai perdu ma question. Mais ça pourrait être sur tous les albums. Ouais. Au moment où je vends, est-ce que tu as des trucs qui te permettent... Quand tu offres cet album, quand tu le donnes gratuitement aux gens. Absolument. Est-ce qu'il y a des trucs qui te permettent de juger de la qualité de ça avant la réception du public, tu vois? Est-ce que tu termines et tu te dis ok, j'ai fait un bon album et je pense qu'il va marcher, ou au contraire c'est aller à chaque test, le sort en est jeté, quoi? Est-ce que tu arrives au fil du temps à identifier des critères qui te permettent de te dire ok, là je suis juste dans la création que je vais sortir, il y a un truc qui me... Je pense que tu as effectivement parfois la conviction que certains morceaux sont plus réussis que d'autres. Et avec l'expérience et avec le fait d'apprendre à écrire, à faire et à produire des chansons, plus tu avances logiquement dans tes albums, plus tu t'approches de ce que tu aimerais exactement proposer. Donc c'est vrai que en ça, moi je trouve que chaque album est plus réussi que le précédent. C'est bon signe, c'est cool. Ouais, carrément. Et là, sur cet album-là, vu que j'ai beaucoup participé à la création... à la production et à la réalisation de l'album, je pense que c'est là où je me suis le plus approché de la vérité de ce que je voulais proposer d'un point de vue musical. Après, tu peux pas vraiment... tu peux pas te congratuler d'un morceau que tu as fait. Tu peux te dire, je me suis approché de ce que je voulais. Ouais. Tu sais que c'est une route infinie, quoi. De toute façon, tu pourrais toujours faire mieux et toujours faire plus, quoi. Ouais, puis c'est un espèce de péché d'égo trip monstrueux, de se dire... c'est magnifique. Ouais. Et tu regardes ton album et tu te dis, celui-là, il a potentiellement plus de chances, ce titre-là a plus de chances de résonner avec les gens que d'autres, tu vois. T'es obligé d'essayer d'y réfléchir, parce qu'après, dans l'exploitation, on va te demander une porte d'entrée. On va te dire quel titre sera une porte d'entrée pour ton album, ce qu'ils appellent, eux, single. Ouais. Ce qui, chez moi, n'a pas vraiment de grande valeur, parce que je fais pas beaucoup de radio, je fais pas beaucoup de singles, quoi. Ouais. Mais quand même, il faut quand même une porte d'entrée. Donc tu réfléchis à ça, mais tu te trompes un peu quasiment systématiquement. Moi, sur La Femme Idéale, j'étais persuadé que la porte d'entrée serait La Femme Idéale, le morceau La Femme Idéale. Et en vérité, c'est un morceau qui s'appelle J'attends, qui a marché avec Pomme, voilà. On n'avait pas prévu ça. Donc du coup, après, quand tu décides d'une porte d'entrée, tu mets un peu des moyens dessus. Tu te dis, alors on va faire un clip, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu réfléchis, ça prend beaucoup de temps. Et puis après, nous, on avait comme idée, pour tous les albums, on a toujours eu cette idée de faire un contenu visuel par titre. Okay. Et donc pour La Femme Idéale, on avait ça aussi. Alors il y en a qui demandent plus de moyens que d'autres. Et notamment, J'attends. L'idée, c'était juste de faire venir Pomme dans un studio de répétition et de jouer le morceau en acoustique, ce qu'on a fait.
Et donc, on n'avait pas de grandes attentes par rapport à ce titre-là, en tout cas de répercussions fortes. Et puis, en fait, c'est le titre qui a été le plus vu, donc tu te trompes, tu peux pas vraiment présager, quoi. T'as un côté vachement mystérieux, je trouve. C'est ça. Pourquoi ça plutôt que pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Voilà. Pourquoi qu'est-ce qui fait que celle-là résonne plus et qu'elle marche plus, quoi? Ouais. Alors parfois, je pense qu'il y a certaines évidences. Je pense que quand tu fais Random Access Memory et que tu as Get Lucky sur l'album, tu te dis ouais, celui-là, à mon avis, il faut le sortir en premier. Ouais, on va le mettre en premier, lui. Tiens. Parce qu'il est vraiment très bien, enfin très entraînant. Mais après, il y a certains autres albums où ils ont dû se poser la question plus longtemps que d'autres. Et il y a même parfois des artistes qui insistent à mort pour avoir une porte d'entrée, un single en particulier. Et la maison de disques leur dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et parfois, ils ont tout à fait raison d'avoir insisté. Et est-ce que t'es quelqu'un d'exigeant avec toi-même? Genre quand t'es en période de prod sur ton album, tout est en train de se coordonner, de se mettre en place. Genre est-ce que tu places la barre très haut? J'imagine, c'est un peu bizarre comme question quand j'y pense. Mais est-ce que t'as une exigence énorme par rapport aux attentes que t'as? Ou est-ce que t'es en mode, ok, à un moment, j'ai donné beaucoup et je sais que maintenant ça doit exister, même si c'est pas encore parfait, parce que j'imagine encore mieux, quoi. Genre, est-ce que tu acceptes une part d'imperfection au bout d'un moment, en mode, ok, on a beaucoup taffé dessus. Bien sûr. Et il faut que ça sorte, quoi. Ouais, complètement. Moi, mon père, il est architecte. Et je me souviens d'une fois, on visitait un bâtiment. Il regarde les garde-corps, tu vois, donc c'est les barrières des balcons, là. Et il me dit, regarde, t'as vu la finition de ces garde-corps, là? Ils sont hyper bien finis. Ils sont vraiment très beaux. J'avais pas remarqué la finition des garde-corps. Il me dit, tu vois, ça, c'est très impressionnant, parce que ça veut dire que l'architecte, quand il a choisi ses combats pendant la construction, il a réussi à choisir ce combat, d'avoir des belles finitions de garde-corps. Or, c'est souvent un truc que tu lâches, tu vois. Donc, quand tu construis un album, il y a évidemment des combats que tu pourras pas mener, parce qu'ils sont trop durs, enfin, tu peux pas être sur tous les fronts. Donc, bien sûr, il y a des moments où tu lâches sur certains trucs en disant, bon, bah, c'est pas tout à fait comme j'imaginais, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Et je pense que, d'ailleurs, ton travail de coordination, de réalisation sur un disque, c'est de choisir les bons combats. Et si t'es vraiment très bon, bah, tu fais aussi des belles finitions de garde-corps. Ouais. Je trouve que c'est un vrai bon conseil, ça. Mais moi, j'ai pas d'exigence plus grande que quelqu'un, que qui que ce soit. En fait, je pense que ça a quasiment pas de sens, le niveau de l'exigence. C'est à un moment, tu te dis, ok, là, c'est bon, je suis présentable. Mais tu vois, le parallèle que tu as fait sur quand tu fais une création, choisir tes combats, il est cool, tu vois. Genre, je veux dire, je le trouve vraiment intéressant. T'es un apprenti. On fait un podcast. T'es un apprenti podcasteur. Tu démarres, tu fais ton premier podcast, tout seul ou avec des gens, peu importe. Ouais. Ben, il faut accepter de choisir tes combats, quoi. Peut-être que ton combat, ce sera le niveau de la qualité du micro, ou la qualité de ton interview, ou la qualité de ta narration, ou la qualité d'un truc, tu vois. Voilà. Tout sera pas parfait, et peut-être que le 2e ou le 10e ou le 20e épisode, il y aura des combats qui auront déjà été réglés, du coup tu pourras batailler pour un nouveau, quoi. Exactement. Et c'est un peu ça. Et d'ailleurs, tu dois être, je pense qu'au fur et à mesure des années et des productions que tu fais, tu dois être de plus en plus... Ouais, c'est ce que tu disais. Il y a une satisfaction de ce que tu arrives à produire, parce qu'il y a plein de combats qui ont déjà été réglés, et tu as certains trucs qui sont déjà OK, quoi. T'es beaucoup plus, tu peux te confronter à de nouveaux problèmes et aller chercher un peu plus loin sur des trucs dans le nouvel album, quoi. Probablement. Ouais. Cool. Oui, puis t'as peut-être un peu plus de temps, plus de moyens, donc c'est aussi plus intéressant. Ouais. T'as ce projet-là que tu as fait, je trouve, après l'album de La Princesse et le Dictateur. Ouais, donc après La Femme Idéale. Ouais, donc le spectacle, c'était quoi, 2019, 2020 ? Le spectacle, c'est fini en 2018. Il a commencé en 2015, fin 2015, je pense, peut-être 2016. Ok, je me suis planté sur les dates. Ça, c'est un truc encore différent, je trouve, dans ton parcours. C'est un truc qui est... tu vois, t'as un côté un peu seul en scène, un peu très différent de simplement, c'est pas simplement, très différent de ce que tu avais pu faire auparavant, quoi. C'est un truc que tu avais envie d'explorer pour aller vers d'autres formes aussi d'expression. Bah, en fait, je me cherchais juste sur scène. Je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de me proposer, qu'est-ce qui me rendait heureux, qu'est-ce qui était cool à faire sur scène. Moi, en tant que chanteur dans un groupe classique avec les standards classiques d'un concert, parfois je
Je trouvais que je faisais un peu le chanteur. Je me regardais en disant, tu fais un peu le chanteur. Et moi-même, en tant que public, dans les concerts, il peut m'arriver aussi de trouver le temps long. Et puis, je suis allé voir un spectacle de Jacques Gamblin qui s'appelle « Tout va bien, mon cœur scintille ». C'est un seul en scène. C'était au Théâtre du Rond-Point, à Paris. Et en fait, c'était un seul en scène de cet acteur qui raconte sa vie. Et il raconte sa vie en y mettant de la poésie et de la danse. Il danse comme un dieu, ce mec-là. Et en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, mais moi, je veux faire ça, en fait. Je veux raconter ma vie, je veux y mettre de la poésie et pas de la danse, parce que je sais pas danser, mais j'y mettrai des chansons. Donc après, j'ai cherché un format qui me permettrait de faire ça. J'ai tâtonné. Et puis à un moment, j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Robin Notte, qui pouvait faire un peu tout l'orchestre tout seul avec son clavier. C'était assez exceptionnel. Et puis j'ai écrit un spectacle où en fait les morceaux sont dans un fil conducteur. Et il n'y a pas de micro. Je suis complètement face aux gens, normal, comme si j'étais dans ma chambre. Et ce format-là, il m'a fait me sentir heureux sur scène. Et donc je me suis dit, dans le spectacle d'après, je garderai les mêmes standards. Et ça a été La Princesse et le Dictateur, où là, je me suis dit, je vais raconter aux gens le film que je rêve d'écrire, puisqu'en fait, je rêve quand même d'écrire un film à un moment. Et donc, ça marchait aussi très bien. Ça marchait, c'est-à-dire c'était cohérent, ça a pris du temps, parce qu'il y a des fois où c'était trop impudique, où c'était trop descriptif. C'était pas toujours facile de trouver le bon truc. Mais qui te fait des retours sur ça? C'est toi qui te rends compte de ça? Ou est-ce que tu as... C'est quoi, un metteur en scène, quelqu'un qui est avec toi, qui va te donner des retours, qui va te... Ouais, au départ, tu fais une semaine de répétition avec un metteur en scène qui te dit ça, change-le, ça, c'est pas bien, ça, etc. Puis après, tu commences à partir en tournée. Et là, à l'épreuve des gens, il y a plein de choses qui changent. Donc, tu débriefes, en fait, après chaque spectacle avec ton équipe et avec toi-même. Et puis, tu dis, bon, ça, faut que je le change, ça, faut que je le garde. Après, t'as des trucs qui te viennent pendant le spectacle qui sont super cool que tu gardes. Et au final, le spectacle, je pense, moi, il est structuré et à peu près ce qui va être jusqu'au bout, au bout de 50. C'est beaucoup. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal déjà. T'as un truc quand même qui est vachement marqué en toi d'exploration permanente, tu vois. Tu dis que je vais faire un film, etc. Ça, c'est un... Alors, je suis sûr que ça doit aussi t'alimenter énormément sur ta musique. Tu vois, si on prend la musique comme le cœur de métier, tous les autres projets que tu vas faire à côté, même l'écriture d'une série potentielle, ça se répercute, j'imagine, quand même sur ta créativité aussi, sur la partie musicale, non? Il y a des trucs de ces projets autres qui viennent alimenter ton cœur de métier, quoi. Oui, mais c'est des métiers qui se ressemblent. Hein. Ouais. Tu vois, c'est des métiers c'est ça, de créatif, où tu as des idées, et puis tu fais avec ce que tu penses savoir faire. Et comme tu vois, moi, j'ai parfois la conviction que je pourrais faire plein de trucs, j'essaye. Ouais. Mais c'est surtout juste essayer, hein, et avoir être d'accord pour se planter. Ouais. Et ce truc j'ai la conviction que je peux tout faire, tu vois, que tu nous as dit tout à l'heure, ça vient d'où? C'est ta personnalité qui s'est construite comme ça, genre t'as grosse confiance et tout, franchement, carrément. Je peux dégommer le monde, je peux être footballeur pro et tout. Mais je sais pas si c'est vraiment dégommer, parce que l'idée, c'est pas de gagner, ou c'est pas une question de victoire. Hein. Non, c'est une question de se mettre à la place d'eux. Moi, je me souviens, je vois un peu mes enfants, ils font souvent ça. Tu sais, quand tu finis un film, tu te mets à la place d'un des personnages. Et moi, j'ai vachement ce truc de me mettre à la place d'eux. Et donc, du coup, ça, associé au rêve, à côté, et associé, je pense, surtout au fait que j'ai absolument pas peur de l'échec, du coup, essaye, quoi. Ouais, c'est un truc d'empathie, en fait. Énorme, tu te mets dans les baskets des autres et tu... Peut-être un peu, ouais. Et puis d'envie, et puis je pense, encore une fois, de cet échec qui est acceptable. Ouais. Trop cool. On se fait une petite pause ludique ? Allez. Mon petit Ben, je peux t'appeler mon petit Ben ? Ouais, tu peux. Allez, après une demi-heure d'interview, on peut s'appeler comme ça. Tu peux m'appeler mon petit kiki si tu veux. J'oserais pas. J'aimerais que tu me racontes en Lego. Tiens, on va les renverser, si tu veux les renverser. Ah ouais, d'accord. Faire ce plaisir-là. Et j'aimerais bien que tu me racontes en Lego. Oh, putain. Sacrée question, on te l'a jamais faite celle-là. Ah non. Raconte-moi en Lego. Ça fait très longtemps que j'ai rien raconté en Lego, moi. Père Castor, raconte-moi en Lego. Ouais. J'aimerais bien que tu me racontes le projet que tu as fait qui t'a apporté le plus de fierté. Définis-moi démocratie, mais en Lego. Alors. Attends, c'est plus simple, tu caricatures un peu. Oui. Alors, tu me redis le projet qui m'a fait le plus de bien ? Le projet qui t'a rendu le plus fier. Qui m'a rendu le plus fier. Et quand je dis raconter, je te demande pas de me faire bien sûr, le Colisée en Lego. Hein. Je te demande de me faire le... Je vais le faire direct.
Purée, Qui voilà. m'a rendu plus Tu fier. vois, j'aime ça. J'aime les invités qui prennent le truc en main. Trop Ils facile. savent que ce sera pas parfait, mais on fait un truc. Facile. Je sais que tu vas me faire un truc hyper simple. Bah ça oui, hein. Bah là je veux dire, ça fait Alors attends, il veut pas se mettre au milieu. Non, il veut pas. Pas de problème, on recommence. Tu peux nous le raconter en même temps, si tu veux. C'est pas Ah bah, facile, hein. Ça demande c'est dommage. d'être multi. Je vais te montrer, puis après Ouais. tu me diras, Je vais te dire ce que ça m'inspire. tu me diras si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu veux que je te charge des pièces? Ouais, je veux bien un carré jaune comme ça, s'il te plaît. Là. Un cube Hop. jaune. Non. Ah, On je va l'ai, trouver je l'ai. ça. Je l'ai. Je l'ai. Je suis toujours curieux. Et c'est marrant, chacun s'approprie l'exercice différemment. T'en as qui vont prendre de Lego comme ça, qui vont me raconter une scène. T'en as qui vont faire un truc hyper. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que c'est? On dirait des petits bateaux. Ah bon? Non? Ça me fait penser à Merde. des petits bateaux sur l'eau. On dirait pas des petits enfants? De petits enfants? Oui, aussi, c'est vrai. Avec les bras sur les côtés. Voilà, Effectivement. avec les bras. Bah, C'est cool. ça. C'était 2 enfants. Bah ouais. Ouais, ils sont vraiment hyper bien faits, je trouve. Dans la vie ou là? Alors, les deux. Mais là, vraiment. Ils ressemblent à ça? regarde. Bah, Ouais, il y en ça- a un ça peu marche plus bien. grand que l'autre, mais j'aurais bien aimé faire 2 tailles, et puis je me suis dit que j'allais au plus simple. Ouais. Mais t'as presque compris ce que t'as dit, bateau. C'était Non, à Attends, 2-3 voiles près. Je pourrais leur faire des pieds, regarde. Peut-être que ce serait beaucoup plus simple. Avec des yep, regarde. Ouais, donc tes 2 enfants, c'est ça qui te rend fier? C'était quoi la question? La question c'était. Après, je me suis dit, c'est ça. Je suis parti en projet, mais c'est une forme de projet. Les projets qui m'ont rendu le plus fier, hein, c'est ça? Ouais. Ah bah c'est ça, c'est sûr. Trop bien. Trop bien. Là, il est mieux. Comment ça a changé ton quotidien? Comment ça t'a transformé, la paternité? Comment ça m'a transformé? Bah, ça m'a usé, ça m'a abîmé, ça m'a fatigué, Ouais. ça m'a creusé, ça m'a ridé, parce que c'est une responsabilité de tous les jours. C'est-à-dire que élever un enfant, c'est porter une charge mentale d'éducation énorme. Mais à la charge mentale vient s'ajouter une décharge cardiaque. C'est-à-dire que tu reçois beaucoup d'amour, de bonheur, de plaisir assez quotidiennement, assez fréquemment. Ouais. Ça peut être des petites choses, hein, tu vois. Une blague qui raconte bien pour la première fois et qui marche. Ça peut être une discussion réussie, quelque chose que tu lui as raconté, qu'il a bien compris, 22 jongles. et ça, c'est vraiment hyper agréable. Et ça rend fier parce que c'est tous les jours, parce que c'est beaucoup d'abnégation et parce que c'est beaucoup moins ingrat que ce que je croyais. Ouais. Moi, on m'avait beaucoup dit, tu vas voir, la parentalité, c'est très ingrat. On va lui faire les pieds rouges, lui. Ouais. Comme ça, il sera plus petit. Voilà. Je les pose là parce que, tu vois, Ils sont un peu bancals. ils tiennent pas. Ouais. Ah, remarque comme ça, voilà, bien sûr. Voilà, ils sont super, là. Ils sont un peu pixelisés, stylés. Ouais, c'est cool. Tu vois. Regarde, tu le mets là. Et attends, on va les mettre sur un socle. Ça, C'est ils vont merveilleux. pas bouger. Ouais, donc on t'avait beaucoup parlé de l'aspect usant, mais tu découvres On aussi m'avait parlé de l'ingratitude. Et en fait, c'est pas si ingrat. En tout cas, à l'âge qu'ils ont là aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Génial. Attends, c'est hyper beau. Vous avez fait un packshot et tout, du coup, Ouais. Ça rigole pas, hein? Ah, c'est On va te prendre en photo super. avec. Peut-être leur faire un petit bonnet. Tu veux leur faire des yeux? Non, ça marche pas le bonnet. Mais lui, il tient pas de toute façon. Et tu penses que ça t'a. Je pense qu'il faut le mettre là pour que ça tienne. Tu y puises aussi une forme d'inspiration? Tu vois, dans tes relations, dans les discussions que tu as avec eux, dans ce rôle que tu prends qui évolue? Tu penses que ça t'alimente aussi parfois dans tes. Je suis hyper content de mon travail. Hein. Je te Ah, dis, franchement. Belle fierté. rien à faire. En plus, tu sais, j'ai fait la tête jaune. Parce qu'ils ont la tête jaune, Les Lego. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. J'en tire une source d'inspiration. Je veux dire, tout n'est pas source d'inspiration, hein. Mais est-ce Non, que ça c'est t'a. Je veux pas aller là-dedans, mais juste, est-ce que tu sens que parfois, en fait, c'est aussi. Tu sais, on parlait des expériences de vie tout à l'heure qui te permettent de créer aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, qui En fait, t'alimentent?
Les enfants, pour moi, ça me rend pas heureux, en fait. Parfois, ça me ronge, parfois, ça me désole, et parfois, ça m'enchante, parfois, ça m'angoisse. Mais à la fin, ça fait une raison de vivre. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus important dans la vie d'avoir une raison de vivre que d'être heureux ou de se forcer à être heureux. Moi, je trouve ça pas mal d'en chier parfois, par amour, par passion. Voilà, donc les enfants, c'est un peu ça. Ouais, c'est un tout, mais qui te donne envie d'exister, quoi. C'est pas mal d'amour. Hein. Ah, mais pas que. C'est bien de le dire aussi. C'est beaucoup d'amour. Enfin, si, presque que. Si. Non, je ne sais pas que du bonheur. C'est ça que mais fine, hein. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est que du bonheur. Non, mais je veux Au contraire, dire, je te dis, pour moi, c'est plus important d'avoir une raison de vivre que d'être cool. heureux. Bah écoute, merci beaucoup. Très belle création. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Dans la dernière partie de l'interview, j'aime bien faire un truc que j'appelle un peu à cœur ouvert, où on va creuser des sujets aussi un peu plus intimes sur la création. Et ce que je te propose de faire, pour qu'on se concentre vraiment sur la voix l'un de l'autre, c'est de se bander les yeux. J'ai préparé des petits bandeaux. D'accord. Que ma copine a fait en couture. Elle aime beaucoup la couture. Magnifique. Super. Tu peux lui faire un compliment. Bravo Laetitia. Elle te coud des bandeaux. Elle m'a cousu un bandeau, tu vois, le dimanche avant les interviews. Ok les gars. Ça t'inspire ça? Bah... Faites ce que vous voulez avec les bandeaux après. Écoute, pour l'instant on les utilise déjà pour ça et puis on verra pour la suite. On verra pour la suite. Hein. Parce que on peut aussi bander les mains. Hein. C'est vrai. Enfin, mais je pense que c'est plus facile avec des menottes encore. Là, ok, alors là aussi on a du coup des menottes. Ah, mais j'essaie. Pour plus de complicité. Réflexion créative, là on réfléchit. Complètement. Je t'écoute. Ça va, tu te sens bien? Très bien. Ouais. Ça t'intimide pas trop les bandeaux? Je sais qu'il y a certains qui sont un peu... Ça peut faire peur, tu vois. Non, t'es bien? Non, ça va. Cool. Un truc qui m'intéresse de... Attends, j'arrête. Vas-y. T'es mort de rire? Non, mais c'est pas ça, mais c'est le bandeau, c'est vrai que ça... C'est cool. Non, ça va, attends. Non, je trouve ça, pour de vrai, je trouve que c'est un truc qui est cool. Carrément. T'as un truc où tu te concentres aussi sur la voix de l'autre, et tu sais, il n'y a plus les apparences et le regard, quoi. Quand tu travailles sur un album, quand tu travailles sur un projet type spectacle, etc., est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, genre, qui te font hyper peur, tu vois? Des trucs où t'es terrifié, où t'es... C'est quoi tes grosses peurs quand tu crées? J'ai peur... J'ai peur pour ma santé. Ouais. Parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup d'introspection, beaucoup de nombrilisme. Et donc du coup, le stress, ça me fait peur, j'ai peur de crever, quoi. Et l'introspection et le nombrilisme, ça rend con, en fait. Donc parfois, j'ai peur de devenir con. Et est-ce que tu as des sortes de garde-fous un peu qui t'empêchent d'être trop... de basculer dans le côté nombriliste superficiel de basculer là-dedans. Ouais. Il y a des trucs que tu mets pour te protéger de ça? Ouais, je pense que les proches sont là pour ça. Les échecs aussi te rappellent un peu à l'ordre, c'est pas mal aussi pour ça. Et pour le stress et les angoisses, les anxiolytiques, hein, c'est bien. Non, par exemple la course à pied, marcher, tout ce qui peut être un peu, qui permet d'expulser ça. Et puis je pense aussi, moi, tu vois, maintenant que j'ai 40 ans, aussi s'accepter. C'est-à-dire l'idée de dire non, tu seras pas cette personne calme et relaxe qui croque dans la vie avec plaisir. Tu vas avoir ces petits défauts-là et ça sera pas grave. Je trouve que ça, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe dans le temps. Plus tu t'acceptes avec aussi toutes les imperfections de ce que tu fais, plus aussi il y a des choses qui mûrissent dans ce que tu crées et ce que tu produis parce que t'es beaucoup plus aligné intérieurement avec toi-même, avec les trucs que tu crées, quoi. C'est possible, ouais. Mais c'est toujours le juste milieu entre s'accepter et puis aussi un petit peu s'améliorer. Donc c'est quand même un peu le contraire l'un de l'autre. Donc ouais, c'est clair. Il faut un peu faire un peu des deux quand même. Je suis pas sûr que ce soit incompatible en fait. Je pense que tu peux accepter les imperfections que tu as tout en cherchant à te dire ok, vers quels axes d'apprentissage j'ai envie d'aller, à quoi j'ai envie de me confronter de nouveau. Et accepter, ça veut pas dire juste attendre et rien faire, quoi. Ça veut dire juste je vais faire et sur le chemin il y a des trucs
il y a des trucs où j'ai des failles, j'ai des choses où je suis vulnérable, des fragilités. Et en fait, ça en devient une fierté plus qu'un truc à cacher sous le tapis, quoi. Oui, peut-être, ouais. C'est d'accord. T'as pas l'impression que tu t'en sers, toi, de ces trucs-là? Genre, De quoi? pas intentionnellement, tu vois, c'est pas s'en servir, pas dans le sens mesquin, tu vois. Mais je trouve que ces failles, ces trucs qu'on a, ça nous alimente à fond dans nos créations. C'est ça qui fait notre truc, qui fait notre singularité, qui fait notre unicité. Et qui nous démarque aussi, tu vois, qui nous rend unique par rapport à d'autres. Ah oui, les défauts. Ouais, les défauts, c'est une façon de... Ouais, carrément. Les défauts deviennent après, effectivement, ta marque de fabrique. Moi, par exemple, ça m'arrive parfois sur certaines reprises de morceaux connus, de proposer une reprise que je trouve réussie, mais en fait, elle est réussie tout simplement parce que j'ai pas réussi à la faire exactement comme le gars, quoi. Ouais, je trouve que tu as une frontière qui est très fine entre les défauts et le style, tu vois. Genre, parfois, tes défauts vont devenir ton style, dans le sens où c'est ce qui fait que tu t'appropries le truc à ta sauce, quoi, à ta propre sauce. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien, c'est ça, parce que on s'est dit la même chose, exactement. Ouais. Et c'est quoi d'ailleurs tes défauts? Tu dirais que c'est quoi? Je dirais le perfectionnisme. Le mec, il est revenu en entretien d'embauche. Non, parce que c'est impossible de répondre à cette question, je pense. Ouais. La question des défauts, ça vient chercher quelque chose de beaucoup trop impudique, en fait, pour le dire. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit, c'est vrai que ça fait un peu la question 3 qualités, 3 défauts. Et je crois même que les qualités, c'est à peu près du même apanage, quoi. C'est très difficile. Je pense que tu peux demander aux proches de répondre à cette question. Ouais. Mais toi... c'est trop personnel. Tu dis à quelqu'un qui est radin, il va te dire... Enfin, non, je fais attention, mais je suis pas radin. Si, mais radin... Est-ce qu'il y a eu dans ta vie des... D'ailleurs, personne qui est radin, tu lui demandes quels sont ses défauts, il va te dire je crois que d'abord je suis radin. Ouais. C'est très dur à assumer, mais... voilà. Après, je pense que quand tu as une... Les gens, leurs défauts, c'est toujours je suis un peu trop anxieux. Enfin, des conneries, quoi. Ouais, pour de vrai, c'est un exercice genre absolu d'authenticité, en mode genre, est-ce que je suis prêt à assumer ça? Et c'est hyper dur à dire, surtout en interview, là où je te grille là, avec mes... T'es sur le grill avec tes bandeaux, quoi. Et ouais. Et est-ce qu'il y a eu des... Tu sais, on parlait un peu de l'entourage tout à l'heure, qui te permettait de garder les pieds sur terre. Ouais. Est-ce qu'il y a... T'as eu dans ton parcours de créateur, est-ce qu'il y a eu des belles rencontres qui ont fait basculer les choses et qui t'ont permis de faire des choses beaucoup plus ambitieuses, ou en tout cas beaucoup plus accomplies? Ouais, plein. T'en as une qui te vient, comme ça? Je pense que Grand Corps Malade, pour revenir à lui, on en a beaucoup parlé pendant cette interview, c'est une rencontre qui m'a beaucoup inspiré. D'abord parce qu'il entreprend beaucoup, il a toujours plein d'idées, il fait toujours plein de choses, les unes après les autres, parce qu'il a une façon de regarder la vie en regardant la suite, que je trouve vraiment hyper agréable. En même temps, il n'est pas du tout... il n'oublie pas l'instant présent, il a quelque chose de très enthousiaste. Moi, j'ai l'impression que si je passais 1 an avec lui, je serais quelqu'un de beaucoup plus bien meilleur au bout d'1 an. Tu vois, il a quelque chose de très... il t'inspire à être une meilleure personne. Voilà, exactement. Donc, et artistiquement, il m'a fait faire plein de choses et aussi beaucoup donné confiance en moi. Donc, ouais, c'est une rencontre importante. Comment tu l'as rencontré, Grand Corps Malade? Eh ben, je l'ai rencontré à l'occasion d'un festival dans un centre de vacances à la montagne, dont on parlait tout à l'heure lorsqu'on déjeunait, mais c'était hors antenne, et qui est un festival où en fait tu viens, tu joues un soir, et le reste de la semaine, tu peux rester dans ce centre de vacances avec ta famille, les autres artistes viennent avec leur famille, et du coup, on s'est rencontrés à cette occasion-là. On a des garçons à peu près du même âge, donc c'est vrai que ça rapproche. Ouais, je trouve que tu as un truc aussi parfois lié un peu au hasard des rencontres qui t'amènent à faire des projets et des choses avec des gens que tu n'aurais pas imaginé avant. Et tu as dit un truc sur Grand Corps Malade, qu'il était vachement, tu sais, dans la suite, quoi, dans l'après. Mm-hmm. C'est quoi la suite? Et c'est une question que j'aimerais bien te poser aussi. C'est quoi pour toi la suite dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent? Vers quoi tu te projettes? Là, dans le live,
qu'on continue quand même à y croire. À un moment ou à un autre, les salles vont réouvrir. Ouais. Et nous, on a un super programme, une super tournée qui est là devant nous. Donc c'est à ça que je pense. Ça aurait dû commencer là demain. Demain. Donc c'est vrai que c'est... D'abord, si ça se fait pas, il faut digérer le deuil. Mais je pense que ça se fera juste un peu plus tard dans l'année. Donc mon grand projet, c'est celui-là. Ouais. Moi, je fais de la musique d'abord pour la jouer en live. Donc je suis vraiment hyper ravi de ce programme qui arrive. Parallèlement à ça, j'ai fait une musique d'un film là, qui va sortir, un film de François Uzan qui s'appelle On sourit sur la photo. D'accord. Je travaille sur le générique d'un autre film qui va sortir cet été. Et je suis sur d'autres projets dont je ne peux pas encore parler maintenant. Non pas qu'ils sont secrets, j'adorerais avoir un projet secret où tu sais, j'ai pas le droit d'en parler contractuellement, c'est tellement la classe ça. La clause. Et les projets, malheureusement, je peux pas encore en parler. Non, c'est juste que je peux en parler parce que ça va peut-être pas se faire. D'accord. Donc c'est pas encore le moment d'en parler. Mais ouais, j'ai des projets sur l'année. Moi, je ne vis qu'à travers les projets. Je trouve ça salutaire, les projets. Je trouve ça agréable. J'adore en faire. Et j'aime, je crois même, je chéris un peu les soucis qui viennent accompagner les beaux projets. Ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. T'as un filtre pour sélectionner un projet plutôt qu'un autre ou un truc qui te permet de ceux qui me mettent des bandeaux sur les yeux, quoi. Ouais. Ceux-là, c'est mes préférés. Ça, t'acceptes ou tu refuses? On peut s'arrêter là. Non, je plaisante. Écoute, j'ai un filtre. Certainement, alors je sais pas tellement comment expliquer. Si, je crois que quand j'aime bien les gens avec qui je vais le faire, quand j'ai l'impression que je peux y apporter quelque chose à travers mes compétences ou mes envies de compétences, j'y vais. Ok. Ouais, c'est un bon filtre. On enlève les bandeaux, ça te dit? Allez. Je vois que je me suis demandé si au début ça allait partir en fou rire incontrôlable. C'est très cul les bandeaux, c'est juste ça, c'est pour ça que j'ai... Et tu vois, moi je le... Tu voyais pas ça comme ça. fait pas partie de mes pratiques alors... Non, mais moi je non le voyais plus. pas comme ça. Enfin, bref. Cool. Ah ouais. Il y a une question que j'aime bien poser. Le cool, tu sais, le cool un peu gênant, genre cool, on va peut-être pas parler des pratiques sexuelles ici. Non, c'est pas non plus trop pervers. Hein. Non, ça va. Il y a une question que j'aime bien poser à la fin de chaque interview, qui est une question centrale pour moi. Qu'est-ce que tu aurais... si tu devais t'adresser à quelqu'un qui est au début du chemin, qui commence à créer, qui farfouille, qui gratte un peu le début de ses premiers pas, est-ce qu'il y a un outil, un conseil, un principe de vie ou de création que toi tu t'es forcé à appliquer, que tu aurais envie de lui transmettre pour l'aider sur son chemin? C'est vraiment c'est très difficile d'avoir un conseil qui puisse être universel pour tous les créateurs qui se lancent. Je sais que c'est difficile, alors peut-être sors de l'universalité. Si tu penses à quelque chose, vas-y, mais sinon pars juste de ton expérience. Si je devais me donner un conseil à moi, débutant? Ouais, alors j'aime pas cette question parce qu'elle fait très genre qu'est-ce que tu dirais au toi de quand tu avais 10 ans et tout genre. Mais c'est plus d'après ton expérience, si tu avais envie d'équiper quelqu'un qui est au début de son chemin avec un bon conseil pour qu'il puisse avancer mieux, qu'est-ce que tu lui donnerais? N'aie pas trop peur de perdre. N'aie pas trop peur de l'échec. Beaucoup aidé. Je pense que ça permet d'être créatif, en tout cas. Ça permet d'aller vers un autre truc. C'est pas... Ça te permet de créer avec moins d'appréhension et moins de peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez créatifs et qui finissent par jamais aller au bout parce qu'ils ont trop peur que ça marche pas, ou que ça rate, ou qu'on se moque. Donc du coup, tout ça, il faut essayer de s'en affranchir un maximum. À fond. Je crois beaucoup en ça. Ça me parle à fond. Super. Je vais le garder. J'ai un petit cadeau pour toi. Alors, je suis désolé parce que j'ai épuisé tous mes papiers cadeaux et je l'ai acheté hier en arrivant à la gare. Et à l'endroit où il y a écrit papier cadeau? Je suppose. Hein. Donc, c'est pas le plus beau papier parce que d'habitude, je l'ai fait moi-même à la main. Mais voilà. Waouh. Ah ouais? Ouais, je me chauffe. Putain, tu vois, par exemple, dans le truc des champs de compétences. Je sais jamais si t'es ironique ou pas. Non, pas du tout. Je vais te dire. Waouh, tu fais un papier cadeau à la main. Il y a un truc, je sais maintenant que je sais pas le faire, que je suis une merde, c'est un papier cadeau. Ça, j'en suis certain. Ouais, moi je suis assez mauvais aussi. Hein. Plus de problème. Mais ça n'empêche pas de faire, il y a du cœur. Et je pense à
Je pense beaucoup à chacun de mes invités quand je choisis. Ah, Tu l'as déjà lu ou pas? Je l'ai lu, ouais. Ah, je merde. l'ai pas, mais je l'ai lu. Bon. Mais c'est rapide à lire parce que c'est Ouais. des petites BD, c'est super cool. C'est j'adore. Le guide du mauvais père de Guy Delisle. oui. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Tu me fais vraiment rire. Et voilà, je me suis dit que ça allait te parler. Ah ouais, carrément, c'est hyper cool. J'aime bien. Tu l'as bien aimé? Ouais, j'ai trouvé ça super. J'aime beaucoup Guy Delisle. Je trouve que C'est marrant cette espèce de réflexe que les gens ont. Tu sais, quand ils reçoivent un livre, ils le feuillettent. Mais il va rien se passer hein, pendant que tu n'es pas en train de le lire non plus. Tu vas ça veut dire Will Hunting non plus, quoi. Faut se calmer. ça veut dire que c'est un Les gens font toujours un peu ça. T'as remarqué? C'est profondément un truc de je sens qu'il a besoin que je le feuillette pour valider Non, le choix du livre. Je sais pas pourquoi. Non, je pense que c'est une question de. Ouais, c'est une manifestation de ton intérêt. C'est ça. T'as l'impression que j'attends que tu manifestes. Mais tu t'y intéresses comme si t'étais quasi en train de le lire. Alors que pas du tout, tu comprends pas rien. du tout. T'es en train de parler et tu te donnes une contenance. Bref, peu Ouais, importe. c'est ça, c'est la contenance. Voilà. Cool. Bah, je voulais juste te remercier. Ah bah non, Merci c'est d'être moi. venu. Merci beaucoup. C'était génial. C'est un plaisir de t'avoir accueilli et Pareil. je me souviendrai longtemps de cette interview. Ah bah alors T'es- merci. Quoi? J'adore, non mais c'est marrant parce que t'as un côté presque ironique parfois, je sais pas. Ça Mais me fait beaucoup non, rire, c'est trop sympa. non, pas du tout. Et non, c'est cool. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Et voilà les amis, la fin de cette heure d'interview avec Ben. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, 2 choses. Allez jeter un œil à l'épisode qui est sorti lundi dernier avec Marion Séclin parce qu'il est tout aussi génial. Et surtout, abonnez-vous. Votre soutien, c'est ce qui me donne plein d'énergie et qui me donne plein de motivation et de volonté à continuer. Alors restez pas spectateur, mettez-moi un petit commentaire, discutez avec moi, je serai ravi de vous rencontrer. Et surtout, de pouvoir continuer à vous apporter toujours plus. Et si vous aimez ma bonne humeur et que le podcast vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le à un ami, ça me fait toujours super plaisir et je pense que c'est le meilleur moyen de voir ces créations grandir et qu'elles soient partagées à encore plus de personnes parce qu'elles sont importantes et que c'est des idées qui doivent être partagées. Merci et je vous dis à lundi prochain. Ciao!